Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif à partir de 2 € par mois. Vous pouvez aussi faire un don unique avec PayPal. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Dans cet épisode, je continue ma série sur le climat et les saisons, et aujourd'hui, on va parler de l'été. J'ai déjà fait plusieurs épisodes sur l'hiver. Il y a eu juste avant une série sur le printemps. Là, je passe à l'été. Il ne me manquera plus que l'automne, que je vous ferai à l'automne prochain, puisque, comme je l'avais dit pour le printemps, sur les intersaisons automne et printemps, je pensais avoir moins de choses à dire, mais il y a quand même des petits conseils et des petites choses à dire. Pour l'été, comme les questions qui reviennent le plus souvent sont à propos des températures et de la luminosité, j'attaque directement avec les petites infos d'ensoleillement. Je reprends le même principe que pour l'hiver et pour le printemps. Je vais donc vous parler de Oslo et de Tromsø. Étant Oslo la ville principale au sud et Tromsø la ville principale au nord, ça donne une bonne idée des différences de température et de luminosité. J'ai pris la date du 21 juin. À Oslo, le soleil se lève à 3h55 et se couche à 22h42, ce qui fait une longueur de journée de 18h47, très exactement. Alors c'est vrai que la luminosité, du coup, on n'a pas au sud le soleil de minuit, officiellement, puisque le terme soleil de minuit, ça veut dire que le soleil descend mais ne se couche pas, ne passe pas sous la ligne de l'horizon. Donc c'est ça la définition du soleil de minuit, sauf que nous au sud de la Norvège, donc ça, ce phénomène il ne se produit qu'au nord, au-delà du cercle polaire. Mais au sud de la Norvège, le soleil il descend sous la ligne de l'horizon, mais en fait il descend pas beaucoup. Donc ce qui fait qu'on a quand même toujours une luminosité. Il descend, mais il descend pas très bas et hop, il remonte très vite. Donc ce qui fait que, là je vous ai dit, ça se lève à 3h55, mais en fait entre je dirais 11h du soir, minuit et 3-4h du matin, il fait pas nuit noire. J'avais fait un montage, je vais essayer de vous retrouver ça, j'avais fait un montage photo sur lequel j'avais pris une photo à minuit en France. J'étais retournée chez mes parents et j'avais fait la même photo l'année d'après, mais vraiment au même moment de l'année en Norvège, et c'est vraiment flagrant quoi, la différence de luminosité dans le ciel. La luminosité descend, mais c'est vraiment pas nuit noire quoi. En termes de température, alors ça peut être très varié, on a des quand même assez gros changements de température. Il peut faire entre 10 et 30 degrés. 30, on a déjà eu jusqu'à 35-36 degrés. Les dernières années, là, il fait vraiment très chaud. Dans le sud de la Norvège, c'était vraiment... En plus, moi, dans la région où je suis, dans le Vestfold, on a très peu de pluie. Contrairement à l'ouest du pays, vers Bergen et le long de la côte où là il y a beaucoup plus de pluie. Donc c'est vrai que si vous êtes dans le centre de la Norvège, ou après c'est la région des montagnes, donc ça peut plus varier aussi, mais en tout cas à l'est du pays, le long du fjord d'Oslo, c'est quand même une région où il pleut très très peu et où il fait très beau. Pour la petite anecdote, c'est un petit peu comme ça qu'a commencé l'idée du blog. Du site, en fait, c'est parce que quand j'ai déménagé en Norvège il y a 7 ans, comme j'ai déménagé tout de suite à Tønsberg, à Tolsrød, là, juste à côté de Tønsberg, et que j'habite toujours d'ailleurs, tout près de la plage, et que j'ai déménagé en été, j'avais mis pas mal de photos avec la plage, les gens en maillot de bain, vraiment gros soleil, il faisait chaud, il faisait plus de 30, il faisait entre 30 et 35 degrés. Et du coup, j'ai eu beaucoup de réflexions de gens, parce que, comme je vous l'avais expliqué dans les podcasts sur le
Sur l'intégration, mon départ en Norvège, c'est un projet que j'ai préparé pendant longtemps. Donc les amis, les collègues au boulot, etc., tout le monde était très au courant de tout ce que j'allais faire et du coup, ils suivaient. Et quand ils ont vu les photos que je postais, ils m'ont dit « Mais je comprends pas, t'es pas en Norvège là ?» Parce que là, tu mets des photos de plage, de soleil, de genre les gens en maillot de bain et tout. Je comprends pas. Moi, je pensais qu'en Norvège, il faisait froid tout le temps, que bon, l'été peut-être un peu moins, mais qu'il faisait quand même froid et tout. Et c'est vraiment pour répondre à ces questions-là que m'est venue l'idée du blog, parce que quand je leur expliquais, quand je rentrais en France, et que je leur expliquais comment c'était, comment ça se passait et tout, moitié ils me croyaient pas en fait. J'étais obligée de leur montrer les photos, de leur dire mais si c'est comme ça. Et c'est là que m'est venue l'idée au début juste de faire un petit blog pour écrire des articles pour montrer aux gens que les idées un peu les idées reçues qu'on peut avoir sur la Norvège, il y avait certains points qui étaient vrais, mais il y en avait quand même beaucoup qui étaient faux. Et c'est comme ça que j'ai commencé le site en fait. Au début, je voulais juste l'appeler, je sais pas, mon aventure en Norvège ou je sais pas quoi. Et puis sur un petit délire, je me suis dit ce serait rigolo que je trouve un nom un peu marrant. Donc j'ai trouvé le nom Une blonde en Norvège. Après j'ai commencé à vouloir faire mon site. Et puis finalement ça revenait un peu au même de faire un site presque un peu pro direct plutôt que de faire juste un blog. Donc voilà, l'idée a vraiment mûri comme ça et c'était vraiment lié au climat en fait, parce que les gens étaient vraiment très surpris qu'il puisse faire beau et chaud en Norvège l'été. Donc c'est le cas, effectivement, il y a des gros changements de température. Si vous allez tout au nord, c'est autre chose. Alors effectivement, donc toujours pour cette date du 21 juin, si on prend Tromsø maintenant, effectivement, c'est le jour polaire, donc le soleil ne se couche plus et il fait jour tout le temps du 16 mai au 26 juillet. Alors la luminosité change évidemment, hein, le soleil descend et se rapproche de la ligne de l'horizon, donc ça descend, mais il fait jamais nuit et il fait quand même vraiment très clair, quoi. Pour ceux qui vont partir j'allais dire au nord de la Norvège, mais dans le sud c'est pareil, un des conseils justement par rapport à cette luminosité, c'est d'emmener avec vous un loup, des petites lunettes là en coton à venir se mettre sur les yeux si vous êtes sensible à la lumière. Parce que partout en Norvège, en fait je vous avais déjà expliqué que traditionnellement il n'y a pas de volets en Norvège. Et même dans les hôtels et tout, c'est quand même assez régulièrement qu'il n'y a pas de rideaux très épais. Il y a toujours des rideaux, évidemment, mais c'est souvent un peu des blagues. Enfin, moi, je me suis retrouvée plusieurs fois dans des hôtels où les rideaux étaient plus courts que la fenêtre ou pas assez larges. Et où, du coup, quand il fait jour tout le temps et que le rideau ne cache pas suffisamment la fenêtre, moi, personnellement, ça me gêne, ça m'empêche de dormir. Je sais que je reçois souvent la question... par rapport à l'hiver, est-ce que c'est pas difficile, ce manque de luminosité ça joue, c'est sûr. Pour moi, je trouve pas que ce soit très difficile, mais ça joue. Mais je trouve que cette luminosité constante l'été me gêne plus, en fait. Parce que ça a vraiment un effet sur le corps, sur le rythme de vie. Je vous en reparlerai plus tard. Mais du coup, c'est un truc qui peut vraiment vous gêner si vous faites du camping, par exemple. Du coup, sous la tente, il n'y a pas de nuit. Il fait jour tout le temps. Et puis, dans les logements aussi, si vous prenez des Airbnb, c'est quand même assez souvent qu'il n'y a pas de rideau ou il y a rien, quoi, aux fenêtres. Donc, ou alors, il y a un rideau, mais genre, c'est une blague, c'est un petit rideau en voile transparent qui ne sert à rien. Donc, si vous êtes sensible à ça, emmenez avec vous vos petites lunettes de nuit. En termes de température, il fait un petit peu plus doux au nord, ce serait plutôt entre 10 et 20 degrés. Ça grimpe quand même rarement au-delà de 20-25 degrés l'été tout là-haut, mais ça reste quand même des températures plutôt douces. Dans les épisodes avec Agathe, on a parlé un petit peu de ce côté tourisme en Norvège, pour éviter un petit peu la foule, etc.
Et aussi du côté logistique, des conseils pour bien préparer votre voyage. Et ça, c'est vraiment très important parce que j'ai raconté la petite anecdote d'une personne qui me suit, qui avait prévu de passer par la route des trolls au mois de mai. Et c'était pas du tout pour me moquer, hein, mais justement j'expliquais que du coup cette personne-là effectivement s'était un petit peu mal renseignée et n'avait pas assez bien préparé son voyage. Parce que cette route des trolls, en fait, même quand il n'y a pas d'avalanche comme il y a eu cette année et d'éboulement, cette route est actuellement en travaux. On ne sait pas encore si elle va être ouverte cet été. Mais même quand tout va bien en saison normale, cette route, elle ouvre en général entre fin mai, c'est entre mi-mai et mi-juin, mais c'est plutôt fin mai, quoi. Hein. Ça arrive quand même très régulièrement qu'elle ouvre tout début juin. Donc il faut vraiment bien préparer son voyage en termes de logistique. Et justement, moi j'ai changé mes plans pour cet été parce que j'ai 4 semaines de vacances. Et c'est une des rares fois dans ma vie où j'ai 4 semaines de vacances à la suite. J'avais pas mal de temps libre quand j'étais freelance, mais j'ai jamais eu ou très rarement eu 4 semaines de vacances. Et du coup, comme mon compagnon avait du temps aussi, on voulait en profiter pour se faire un gros road trip et aller en voiture jusqu'au Lofoten et jusqu'à Tromsø et Senja. Ce qui fait quand même un très gros trip, hein. Aller-retour c'est presque 4000 km. Mais du coup on s'est dit voilà justement c'est le moment d'essayer ce road trip là. Et on était parti dans l'idée de faire ça en mode un peu vadrouille, camping sauvage, etc. D'où mon intérêt pour le livre de Agathe, que j'ai dévoré d'ailleurs pendant les vacances de Pâques pour justement préparer ce voyage. Et puis en fait, un petit peu après, en commençant à vraiment préparer la route et tout, je me suis rendu compte, je le savais, hein, c'était pas nouveau, mais je me suis vraiment rendu compte que ça faisait beaucoup de kilomètres, que ça allait être des vacances finalement très fatigantes parce qu'on allait faire beaucoup de routes, on allait très peu se poser au même endroit. Et que on est tellement dépendant de la météo, encore une fois, comme le raconte très bien Agathe et comme elle l'explique et comme elle donne des conseils pour bien gérer ça dans son livre, qui, je le rappelle, s'appelle Find Your Norway, que vous pouvez trouver grâce au lien sous la description du podcast. Et elle explique donc que voilà, on est très dépendant de la météo. Effectivement, en Norvège, quand on fait du camping, il faut être équipé plutôt en camping un peu haute montagne et hiver. Si on est équipé en camping été et qu'on se prend plusieurs jours de grosses pluies sur des terrains un petit peu humides et tout, c'est très très vite la galère. Et du coup, j'avais pas trop envie de m'embarquer là-dedans. C'est vrai que pour mon travail, je conduis déjà beaucoup. Alors, j'avais pas trop envie de refaire beaucoup de kilomètres comme ça. Deuxième raison, c'est que, eh bien là, avec la guerre en Ukraine et les prix de l'essence là en Norvège, ça a doublé depuis que je suis arrivée ici. Quand je suis arrivée il y a 7 ans, l'essence elle était à 11 couronnes. Et là, elle est entre 20 et 24. Donc, ça a fait un pic jusque 25 il n'y a pas longtemps. Donc finalement faire un gros road trip avec beaucoup de kilomètres par rapport au prix de l'essence, c'est un gros budget, donc ça allait pas être des vacances pas chères. Et troisième point, par rapport à la foule et au monde, j'avais peur qu'au Lofoten il y ait vraiment beaucoup de monde. Et comme j'avais envie de me poser et de vraiment profiter du côté paysage et nature, j'ai préféré changer. En fait, on en a rediscuté avec mon copain et on a changé complètement de plan. Et on va aller, et là je vais vous faire cet été plein de belles photos, plein de belles vidéos et plein de reportages parce que justement, tout comme Agathe, j'ai envie aussi de faire la promotion d'endroits qui sont moins touristiques, que ce soit dans ma région, dans Vestfold et Telemark, ou ailleurs en Norvège où je vais et où il y a moins de monde, où c'est des endroits qui sont moins connus, même parmi les Norvégiens. C'était un peu le but de mes reportages quand je vous avais parlé de Fjærland, de Solvorn, etc. Même si c'est des coins c'est pas des coins qui sont inconnus, hein, mais c'est des coins qui sont moins connus, où les gens vont moins.
Et c'est vrai que je trouve ça dommage parce que très honnêtement, si vous n'avez pas vu le reportage sur Fjarland, allez le voir, il est disponible sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Et vous verrez que c'est une pépite, quoi. C'est un endroit qui est vraiment magnifique, qui est magique, qui est même quand il fait pas beau et qu'il pleut, c'est ouf. C'est vraiment un endroit de dingue, en plein cœur des fjords, avec les glaciers autour, etc. Et justement, on avait envie de retourner un petit peu dans cette région, mais pas de retourner à Fjarland, parce que le problème de Fjarland, c'est que c'est un petit peu encastré en fait dans les montagnes. Et du coup, si on veut aller se promener autour de Fjarland, il faut vite faire beaucoup de routes pour s'en éloigner, parce que c'est des petites routes et ça fait beaucoup de kilomètres encore une fois. Donc on voulait aller un petit peu dans ce coin-là, parce que c'est une région qui est magnifique, mais pas ici exactement. Et mon copain avait eu la chance, il y a quelques années, de faire un trip avec l'Office du tourisme norvégien, et il avait découvert un archipel d'îles qui s'appelle Bulandet, qui se trouve dans le Vestland, donc à l'ouest du pays, c'est entre Bergen et Ålesund. Et c'est des îles qui se visitent principalement à vélo. On peut prendre un ferry depuis la terre et puis on se fait déposer là-bas et on peut soit se promener à pied, soit faire à vélo. On peut y aller en voiture aussi. Mais c'est une balade qui est très connue à vélo. Toutes les îles sont reliées par des ponts et c'est un petit peu les Lofoten du sud en fait. Et j'ai vraiment envie d'essayer de parcourir comme ça des endroits qui sont moins connus pour vous montrer que c'est possible de découvrir la Norvège et des endroits de fous, de dingue, sans aller à Flåm, à Geiranger, à la route des trolls, Trolltunga, à Preikestolen, à Besseggen. Tout ça, c'est des endroits qui sont magnifiques, mais qui sont, comme on le disait avec Agathe, mais tellement victimes de leur succès que je vois pas trop l'intérêt de venir en Norvège pour découvrir les fjords et d'aller faire une randonnée où on est à la queue leu-leu avec 5000 personnes et où à la fin de la randonnée, il faut attendre 1 heure pour aller prendre sa photo. La Norvège, c'est un endroit qui est tellement riche et qui est tellement vaste dans le sens où il y a quand même pas beaucoup d'habitants et même quand il y a les touristes, on peut quand même trouver des endroits cool, tranquilles où il y a personne. Donc je pense que ça vaut le coup d'explorer un petit peu ailleurs. Après, je comprends évidemment qu'on ait envie d'aller voir comme on le disait avec Agathe, les endroits qui sont les plus connus. Ils sont connus pour bien une raison, c'est que c'est beau, c'est vrai que c'est magnifique. Mais soyez juste préparés à ça, c'est que si vous allez à Flåm, à Geiranger, ou dans ces endroits-là, l'été, au pic du rush touristique entre juin et fin juillet, vous ne serez pas tout seul, vous n'aurez pas ce côté magique, relaxation, etc. Et vous pouvez être déçu. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez le temps de faire un petit peu de recherche et d'organiser votre voyage autrement, je vous conseille d'essayer de trouver un petit peu des circuits alternatifs. Et c'est en ça que j'ai envie de profiter de mes vacances pour découvrir des nouveaux endroits, pour vous faire des articles, des vidéos, des reportages, pour vous donner des cartes et pour vous dire où aller et pour vous donner d'autres idées d'endroits. Et donc finalement on a trouvé un logement à Førde, donc c'est pas très loin de Fjarland, c'est entre Fjarland et Bergen je dirais. Et c'est pas très loin de cet archipel d'îles justement qu'on va aller faire. On va faire juste 2 ou 3 jours là-bas, mais on va partir en mode camping pour cet archipel d'îles. Mais justement pour revenir au côté logement, comme on va partir que 2 semaines, finalement, on a aussi par rapport à notre organisation de vacances décidé de rester 1 semaine à la maison, de se faire 2 semaines de vacances au milieu et de rester la dernière semaine aussi à la maison pour profiter du jardin et se reposer un petit peu. On s'est dit, comme on a moins de temps, on va peut-être essayer quand même de se trouver un logement en dur, parce que le côté camping et rentrer crevé, si on a du mauvais temps, etc., moi, ça me faisait un petit peu peur. Donc, j'ai cherché sur Airbnb, et là, ça m'amène à un autre conseil que je vous donne. Je vous en avais déjà parlé. Il me semble que c'est dans le podcast sur l'hiver.
Non, c'est dans le podcast sur les conseils pour bien préparer son voyage en Norvège, je crois. Même moi, je me perds dans mes épisodes, où je vous disais de bien regarder sur des périodes plus longues si vous cherchez un logement en Airbnb, parce que là, on était encore prêt à faire la même chose, à découper le séjour de 2 semaines en deux, à essayer de trouver un logement une semaine à un endroit et la deuxième semaine à un autre. Et on a trouvé vraiment une pépite. Alors je vous dirai cet été si c'est une pépite, hein. Peut-être qu'il y a anguille sous roche et que le logement est pas terrible, mais étant donné qu'on était parti pour faire du camping, on s'est dit on va pas chercher un logement genre super luxe, mais une cabine, quoi, un petit chalet un peu avec pas trop de confort pour pas payer trop cher, mais quand même une cabine équipée. Et là, on a trouvé un truc super, c'est un chalet qui était pas cher, on comprenait pas trop pourquoi. Et en fait, c'est parce que simplement, alors il y a l'eau courante dans la cabine. Je précise parce qu'il y a beaucoup de... Faites attention à ça, si vous louez des chalets ou des cabines typiques norvégiennes, il y en a quand même beaucoup dans lesquelles il n'y a pas l'eau courante. Donc il faut aller chercher de l'eau au puits, à l'extérieur, comme à l'ancienne. Mais alors ça peut être très rigolo pour quelques jours, mais si vous restez plus longtemps, honnêtement c'est assez chiant. Je sais que nous, on se promène beaucoup tous les jours, on fait des randonnées et tout ça. Donc bon, quand on transpire un peu, la douche, quand on rentre, c'est quand même assez confort. Donc là, si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas d'eau, vous êtes obligé de vous débarbouiller en faisant une petite toilette de chat, en faisant bouillir de l'eau sur le feu et tout. Donc encore une fois, c'est un trip qui peut être rigolo, mais je sais pas si c'est un truc qui peut convenir à tout le monde. En tout cas, faites attention à ça, vérifiez bien. Et en fait, c'est une cabine dans laquelle il n'y avait pas l'eau avant, mais le propriétaire a fait installer l'eau maintenant, et il a fait installer un coin sanitaire avec une douche, lavabo et un toilette sec. Simplement, cette petite maison avec les sanitaires et la salle de bain, c'est dans un petit compartiment qui est collé à la maison, c'est pas à l'autre bout du terrain, c'est collé à la maison, mais il faut sortir. Faut passer dehors sur la petite terrasse, et puis il faut aller dans l'autre partie de la maison. Donc je pense que c'est une des raisons pour laquelle ce logement n'était pas cher. Mais honnêtement, il y a l'air d'avoir tout ce qu'il faut dedans. Enfin, il y a un gros congèle, 2 frigos, des plaques électriques, de quoi se faire à manger, un canapé, des lits. Enfin, c'est en mode un petit peu roots, mais suffisamment de confort quand même. Et là, encore une fois, exactement la même chose que pour aller à Fjelland. J'ai regardé le prix pour une semaine. Et là, le logement était à 2000 couronnes la semaine. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 2000 couronnes la semaine, c'est rien. C'est-à-dire qu'une cabine au Lofoten, c'est entre 1500 et 2000 couronnes la nuit. Donc là, la semaine, c'est vraiment super pas cher. En plus, c'est un coin qui est vraiment très, très recherché, là où on va, parce que justement, c'est pas loin de Fjelland, des glaciers, d'un endroit qui est vraiment très, très sympa. Donc là, je vois le prix, déjà, je trouve ça vraiment pas cher. Donc j'ai quand même écrit au propriétaire, ce que je vous invite à faire si vous avez des doutes. Vous pouvez écrire en anglais, il n'y a aucun souci. Il y a même certains propriétaires qui parlent français, vous pouvez regarder dans le détail des langues. Et je lui ai juste bien redemandé confirmation, est-ce qu'il y a bien l'eau courante dans la maison, l'électricité, si vous doutez, vous pouvez demander. Il y a des maisons dans lesquelles il n'y a pas l'électricité aussi. C'est plus rare sans électricité. En général, c'est vraiment précisé. Mais l'eau, faut faire attention. Quelquefois, on s'en rend compte juste quand on voit sur la photo de la cuisine qu'il n'y a pas de robinet et que c'est une bassine dans l'évier. Donc, faut bien vérifier. Donc, j'ai bien demandé au propriétaire, voilà, est-ce qu'il y a l'eau? Est-ce qu'il y a bien de l'eau chaude? Est-ce qu'il y a bien une douche? Est-ce qu'on peut accéder en voiture? Parce que c'est une cabine qui est un peu... pour moi, c'est la cabine de rêve, c'est au milieu de la forêt, quoi, c'est au milieu de nulle part, il n'y a pas de voisins, il n'y a personne, on va être bien tranquille. Et je lui ai juste posé les petites questions que j'avais, il m'a répondu, oui, c'est ça, tout est bien prévu et tout, donc c'était 2000 couronnes la semaine, je fais bon, ok. Et je crois que c'était même un peu moins que 2000 couronnes, et pour 2 semaines, au lieu de payer le double, du coup, 4000 et des brouettes, on a payé que 3500.
Donc 3500 couronnes pour 15 jours de vacances en Norvège dans un endroit magnifique au milieu des fjords, c'est vraiment une super affaire. Et j'ai pas de technique particulière, hein. Je fais juste sur Airbnb une recherche en utilisant bien les filtres. Moi, je mets toujours logement complet. Je coche bien justement dans les filtres le fait qu'il y ait l'eau. Je veux une salle de bain. Je veux au moins une chambre parce que quelquefois il n'y a pas de chambre et on dort dans le salon en mode clic-clac, tout ça. Donc moi, je veux pas ça. Vous mettez vos conditions et puis après vous faites le tri par prix et puis faut bien regarder un petit peu après où c'est, etc. Faut faire juste attention en fonction du véhicule aussi que vous avez. Quelquefois, c'est vraiment une petite cabine en hauteur dans les montagnes. Donc, si vous vous sentez pas à l'aise de conduire sur des petites routes, vérifiez bien sur la carte que c'est pas loin d'une grosse route. Mais en tout cas, c'est un super bon plan de prendre des vacances plus longues parce que souvent les hôtes sur Airbnb proposent des réductions pour les séjours longs. Donc ça peut être un bon moyen d'avoir un logement en dur pour pas trop cher. J'avais un petit peu peur du côté tous les jours chercher un endroit pour poser sa tente, pour s'installer. Si vous êtes en van ou en camping-car, c'est un peu plus, j'allais dire c'est plus facile, pas forcément, parce que ça devient compliqué maintenant en Norvège de trouver des endroits pour se poser. Et si vous suivez un petit peu sur les réseaux sociaux ou sur les blogs les gens qui se déplacent en van et en camping-car, il y en a quand même beaucoup qui expliquent qu'ils sont déçus parce que on finit très souvent sur les parkings ou sur les parkings de supermarchés ou sur les parkings de stations-service parce qu'on ne trouve pas de place ailleurs ou qu'on en a marre de chercher justement et qu'on a trop faim ou qu'on est fatigué ou qu'on a envie de se poser. Donc j'avais pas trop envie d'être confrontée à tout ça en fait. Mis bout à bout, la météo, où poser sa tente, bien se mettre et tout ça, j'ai préféré prendre un logement en dur. Et c'est vrai que si vous êtes intéressé par ce mode de voyage un peu plus nomade, van, camping-car ou camping, vraiment le livre d'Agathe vous sera d'une grande utilité. Pour revenir au côté route et à la route des Trolls qui ouvre entre fin mai et début juin, c'est pas la seule route qui est comme ça, hein. Il y a plein de routes, il y a la route des neiges aussi qui est vers l'Ardal, qui ouvre assez tard dans la saison et qui peut fermer temporairement une journée ou deux ou une nuit ou quelques heures dans la journée. Bon, ça c'est plus difficile à prévoir, mais en tout cas je vous recommande vraiment d'aller consulter le site avec toutes les routes nationales en Norvège. Vous trouverez le lien dans la description du podcast et vraiment allez vérifier en fonction des dates où vous allez venir si la route sera bien ouverte ou pas. Et la veille ou le matin même quand vous partez, vérifiez l'état de la route. De toute façon, vous avez, comme à l'entrée des cols de montagne en France, des barrières avec pour fermer les routes si jamais c'est pas accessible. Mais si jamais ça vous fait faire un gros détour ou que vous avez besoin de prévoir pour faire autre chose, du coup c'est quand même assez pratique de vérifier la veille ou le jour même. Alors il y a une différence aussi par rapport au côté camping. Agathe dans son livre explique que elle fait essentiellement du bivouac, c'est-à-dire qu'elle a une tente qui se plie, qu'elle emmène avec elle, elle emmène son sac de couchage, elle emmène tout. Elle part faire une marche et elle campe sur la marche. Donc du coup là c'est un petit peu plus facile de trouver un endroit où se poser parce que on a tout le trajet de la promenade pour se poser. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait et que j'aimerais bien essayer. C'est vrai que j'ai pas l'équipement, donc du coup, comme c'est pas non plus une passion pour moi, le camping, même si j'en ai fait beaucoup quand j'étais petite, du coup, j'ai pas eu envie d'investir dans du camping, dans du matériel de camping de bivouac, puisque j'ai déjà du matériel de camping, mais moins portable. Mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup essayer.
Mais en tout cas, il y a une différence en Norvège entre faire ce genre de camping-là, parce que effectivement, là, c'est plus facile pour trouver un spot. Mais si vous faites du camping comme moi je le fais, où j'ai tout le matériel dans la voiture, j'ai ma table de camping, mes chaises, etc. Bon, ça, j'en ai pas forcément besoin, mais j'ai une tente Décathlon 2 secondes là qui se jette. Le rond, il est juste énorme. Enfin, on peut pas partir en randonnée avec ça. C'est pas du tout une tente de bivouac. Donc, moi, j'ai besoin de camper à côté de ma voiture. Et c'est là que c'est compliqué, c'est de trouver un endroit où pouvoir camper à côté de sa voiture. Donc c'est aussi un truc qu'il faut prendre en considération si vous pensez faire du camping en Norvège. Est-ce que vous allez être en mode camping ou en mode bivouac? Autre question que je reçois beaucoup aussi par rapport aux déplacements, c'est les ferries. Alors ça, je comprends que ça, pas que ça n'effraie, mais parce que c'est pas effrayant, mais que ça inquiète un petit peu en gestion et en logistique, parce que les ferries en Norvège ne se réservent pas. Si vous venez de France en voiture en Norvège, par exemple, comme je l'ai expliqué dans plusieurs podcasts et dans un article, c'est tout à fait possible de venir depuis la France avec votre propre véhicule en fonction de là où vous partez, de là où vous allez. Ça peut être plutôt rapide. Moi, je le fais quand je rentre à Noël, je mets 2 jours. C'est sûr que si vous partez du sud de la France et que vous allez au nord de la Norvège, ça fait beaucoup. Mais moi, je pars du nord de la France et je vais au sud de la Norvège. Donc du coup, c'est vraiment pratique. Mais donc là, par exemple, le ferry qui fait Danemark-Norvège, c'est un ferry qui se réserve évidemment. Il faut réserver pour les passagers et pour le véhicule concerné. Mais les petits ferries en Norvège qui traversent les fjords ou qui vous font prendre des raccourcis, c'est des ferries qui ne se réservent pas. Donc il faut simplement arriver et se mettre dans la file d'attente. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pareil pour les habitants, c'est pareil, il n'y a pas de différence pour les touristes ou pour les résidents. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Simplement, en général, les ferries, c'est toutes les 20 minutes, ça dépend. Il y en a, c'est tous les quarts d'heure, il y en a, c'est toutes les demi-heures. Il y en a certains, c'est toutes les heures, mais c'est un peu plus rare. En général, ça tourne quand même assez vite, assez bien. Mais il y a certaines lignes où c'est plutôt toutes les 40 minutes, 45 minutes ou toutes les heures. Et du coup, en termes de logistique, si vous arrivez que dans la file, il y a déjà beaucoup de gens, vous savez déjà que vous n'allez pas pouvoir monter dans le prochain ferry. Donc, vous allez être obligé d'en attendre un autre et de prendre celui d'après. Donc, effectivement, ça peut vous faire perdre du temps si vous aviez des visites à faire ou quoi. C'est un peu... c'est pas facile, enfin, c'est impossible à gérer, en fait. Parce que vous savez pas s'il y aura du monde ou pas quand vous allez arriver. Donc ça, c'est un petit peu... faut prendre les choses comme elles viennent. Il faut s'adapter. Et en termes de paiement, la plupart des ferries maintenant fonctionnent avec les autopasses. Donc ça, c'est des petits boîtiers pour tous les péages automatiques en Norvège. Et c'est les mêmes boîtiers que pour les stations de péage sur les autoroutes. Et puis sur quelques petits vieux ferries, vous allez avoir les personnes qui s'occupent de l'embarquement qui vont venir voir tous les véhicules un par un pour vous demander de payer. Les prix, ça peut être vraiment pas grand-chose comme assez cher. Donc c'est pareil, vous avez juste à taper sur Google la ville de départ et la ville d'arrivée de votre traversée. Et là, vous aurez Il n'y a pas de site en particulier, mais si vous tapez le nom de la ville, vous allez trouver tout de suite le PDF avec la grille des horaires, avec le premier départ, le dernier départ, et avec les tarifs. Alors les tarifs sont pas toujours inclus dans ces tableaux-là, et j'ai cru comprendre que c'était pas facile à trouver. En tout cas, c'est vrai que ça peut assez vite grimper. Je me souviens d'un tournage avec lequel on était dans la région de Bergen, je crois que c'était avec France Télévisions, et on avait un minivan, et il me semble que pour une traversée de 10 minutes, on a dû payer peut-être 30 euros ou 35 ou 40 euros. Donc c'est quand même assez conséquent. Donc c'est vrai que si vous faites beaucoup de traversées avec un véhicule type camping-car ou van, ça peut vite faire grimper la facture.
En termes d'équipement, alors ça c'est une question que vous me posez beaucoup, comment s'équiper, qu'est-ce qu'il faut emmener? C'est un peu comme au printemps en fait, il faut emmener de tout parce que comme je le disais au début, avec les températures, vous pouvez avoir 10 et un temps très humide avec beaucoup de pluie, donc 10 degrés mais un ressenti de moins. Et vous pouvez avoir jusqu'à 35 degrés. Si vous allez tout au nord de la Norvège, je pense par exemple au Cap Nord, moi j'y suis allée au mois d'août et il faisait 0 avec le vent, on avait un ressenti de -3 au mois d'août. Donc j'étais habillée en hiver, j'avais le gros manteau d'hiver, gants, bonnets, etc. En plus avec le vent, c'est vraiment désagréable. Malheureusement pour le poids des valises, c'est vrai qu'un voyage en Norvège c'est assez chiant à gérer pour préparer parce qu'il faut emmener de tout. Il faut emmener pas forcément du gros hiver. Hein. Si vous n'allez pas au nord de la Norvège, il n'y a pas besoin de s'habiller en ours polaire non plus. Mais emmener quand même des vêtements un peu plus chauds et surtout des vêtements un peu de type randonnée imperméables qui sont bien résistants au vent. Et puis évidemment, même si vous vous dites, moi je suis pas frileux, j'ai jamais froid et tout ça, prenez des sweats, des petites, des polaires, un kawaii, une doudoune. Habillez-vous vraiment correctement pour partir sur les randonnées, pour aller vous promener. Par rapport aux chaussures, je recommande les chaussures montantes. Je sais que tout le monde n'apprécie pas ça, mais c'est vrai que le terrain en Norvège sur les chemins de promenade, hein, parce que pas forcément les chemins de randonnée, mais juste d'aller se promener, marcher du parking jusqu'à un point de vue qui passe par un petit sentier en sous-bois. Bah, on a quand même très souvent et très vite les pieds trempés parce que c'est des terrains un peu humides avec des zones un petit peu presque marécageuses à certains endroits. Donc je recommande les chaussures montantes. Et moi, mon outil indispensable dont je vous ai parlé dans les épisodes sur toutes les saisons, c'est mes petits chauffe-chaussures là. Et ça, je les emmène tout le temps, je les emmène l'été. Parce que justement, même si on a des chaussures de randonnée bien imperméables, bah, je trouve qu'après de la marche plusieurs heures dans un terrain un petit peu humide, même si les chaussures sont bien imperméables à la base, je trouve que dedans, c'est quand même un peu humide. Moi, j'aime bien quand c'est bien sec et quand c'est un peu chaud dedans. Donc, j'utilise été comme hiver mes petits chauffe-chaussures. Après, le reste de l'équipement, c'est les basiques, hein, mais c'est vrai que les lunettes de soleil, indispensables, parce que le soleil en Norvège, comme dans toutes les régions de montagne, est assez fort et il faut se protéger. La crème solaire aussi, très important, même si c'est pas le premier truc auquel on pense quand on se dit qu'on va en vacances en Norvège, mais c'est très important. Et puis moi j'emmène toujours l'été un petit bonnet et des petits gants fins en coton parce que en montagne il y a très souvent beaucoup de vent et vous pouvez être très vite brûlé par le vent, donc je vous recommande de vous protéger les mains. Et aussi dans pas mal de randonnées il y a des petits endroits où il faut un peu grimper, quoi, un peu presque escalader, des petits rochers, des petits cailloux. Et c'est vrai qu'on se blesse facilement ou on peut se faire piquer et tout. Donc s'il fait vraiment super super chaud, évidemment, je ne les mets pas. Mais en général, quand il fait un temps un petit peu moyen et qu'il ne fait pas très chaud, moi j'utilise très souvent les petits gants en tissu. Globalement, être équipé avec des vêtements imperméables et de pluie, quoi. Moi, j'emmène toujours un surpantalon en kawaii, un kawaii ou une doudoune bien imperméable et puis des chaussures bien waterproof. Une question aussi que je reçois souvent, est-ce que l'eau est potable partout en Norvège? Est-ce que l'eau est bonne? Alors oui, la Norvège c'est un des pays avec une des meilleures qualités concernant l'eau du robinet. C'est vraiment une très bonne eau.
Moi, j'habitais à Paris avant et je sais pas s'il y a des auditeurs qui sont à Paris et qui trouvent que l'eau est bonne. Peut-être que ça a changé. Mais moi, c'est vrai que je bois beaucoup d'eau. Je pense plus de 2 litres d'eau par jour. Et à Paris, j'avais une carafe filtrante parce que je bois trop d'eau, du coup, c'est trop de logistique. Comme j'étais dans un petit appart au 3e étage sans ascenseur, je pouvais pas me ramener des packs d'eau comme ça à volonté et je faisais mes courses à pied, j'avais pas de voiture. Donc je buvais l'eau du robinet, mais même avec les carafes filtrantes, là, c'est vrai que l'eau était vraiment pas bonne, quoi. Sans la filtrer, là, c'était vraiment plein de dépôts avec un goût de calcaire. Enfin, c'était vraiment pas bon. Et à chaque fois que j'achetais une bonne eau minérale en bouteille, là, c'était le bonheur. Et du coup, quand je suis arrivée en Norvège, c'était le gros bonheur parce que l'eau, elle est super bonne. C'est même pas qu'elle a pas de goût, c'est qu'elle est bonne en fait. Il y a plein de gens qui disent ça des fois, qui goûtent l'eau du robinet, disent mais l'eau elle est bonne, elle a un bon goût quoi. On a l'impression que c'est une eau minérale en bouteille. Et en plus, moi j'aime boire frais, j'aime pas les boissons et l'eau à température ambiante. Et l'eau du robinet en Norvège, elle est très très froide, elle sort glacée, donc ça pour moi c'est parfait. Donc vous pouvez sans hésiter venir avec vos gourdes, vos thermos, je vous recommande de faire ça. Ça c'est un des conseils que j'ai donné plusieurs fois pour éviter d'acheter du plastique, des bouteilles en plastique d'ailleurs. En Norvège, ça se vend pas les packs d'eau. C'est un truc assez rigolo, en différence, je trouve, par rapport à la France. On vend des bouteilles d'eau, il s'en vend évidemment, mais elles sont en vente à l'unité. Et quelquefois, on voit des packs d'eau. Je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est vraiment pas très courant parce qu'en fait, personne n'achète d'eau. En Norvège, l'eau est gratuite. Donc, elle est inclue dans les charges. Elle est pas tout à fait gratuite. Elle est inclue dans les charges pour les propriétaires. Donc, en tout cas, pour les locataires, elle est gratuite. Donc ça, c'est vraiment un super luxe. Et du coup, personne n'achète d'eau, évidemment, sauf ceux qui veulent acheter de l'eau un peu avec des goûts ou de l'eau pétillante. Mais moi, j'aime bien l'eau pétillante aussi, mais je me suis acheté un Soda Stream. Et du coup, ça revient bien moins cher, étant donné que l'eau à la base est gratuite, ça vaut quand même le coup de se fabriquer ses bulles soi-même. Dans les magasins, on trouve des bouteilles d'eau en vente à l'unité. Si vous partez en déplacement ou si vous faites un pique-nique que vous voulez acheter une petite bouteille d'eau, évidemment c'est possible. Il y a plein de sodas, de bouteilles d'eau en vente partout, mais c'est vraiment pour en mode à emporter en fait. Les gens chez eux n'achètent pas de bouteilles. Donc si vous achetez une bouteille quand vous arrivez, je vous recommande de la garder et de remplir votre bouteille partout où vous pouvez. Moi, quand je partais en tour comme guide ou quand j'étais fixeuse, j'emmenais partout avec moi ma thermos et je la remplissais au robinet de ma chambre d'hôtel dans la salle de bain. L'eau, elle est très bonne. Il y a plein d'endroits où il y a des fontaines. Dans les restaurants, vous pouvez demander une carafe d'eau et vous remplissez votre bouteille, ou vous pouvez carrément donner votre bouteille ou votre thermos à la personne au bar et demander est-ce que je pourrais avoir de l'eau dedans. Ça, c'est un truc qui se fait beaucoup. Donc, n'hésitez pas à refaire un peu à l'ancienne. C'est vrai que moi, en France, à Paris, je faisais pas ça trop. J'achetais des bouteilles d'eau parce que, évidemment, remplir sa bouteille d'eau dans les toilettes d'un restaurant à Paris, c'est pas un truc qui se fait trop parce que c'est sale et l'eau elle pue. Mais en Norvège, ça se fait parce que c'est propre et l'eau elle est bonne. Donc vraiment, n'hésitez pas à emmener votre petite gourde. Autre conseil par rapport à la gourde et au déplacement, si vous allez faire des randonnées, un truc qui est très judicieux d'avoir avec vous, c'est des filtres, c'est des gourdes avec des filtres intégrés, puisque sur les parcours de randonnée, vous allez très certainement trouver des sources d'eau. Vous pouvez remplir votre gourde à peu près partout. Il faut juste éviter évidemment les eaux stagnantes et les eaux si vous savez que c'est à proximité d'une ferme par exemple. Mais vous avez tellement de l'eau partout en Norvège, des cascades, des sources d'eau que vous pouvez très facilement remplir vos bouteilles. Et si vous avez un peu peur de prendre cette eau dans la nature, vous pouvez utiliser des gourdes filtrantes.